Bonjour, bienvenue pour ce numéro 21 de Boulevard du Cinéma. 21 comme 2021 et comme le jour où nous enregistrons, le 21 février. Merci Bruno. Donc aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Bruno Terrier, monsieur Laurent Picard. Bonjour. Monsieur Renaud Burgin. Bonjour. Et monsieur Daniel Bouteiller. Bonjour. Tiens, on va commencer par monsieur Bouteiller. Pourquoi j'ai rien fait? Si, vous êtes le meilleur élément du jour, donc Bien. Ça va être à vous. Et que puis-je faire pour vous? Vous allez nous parler de quoi? Un Alors, James Wall? Je vais vous parler donc de deux films en fait. La Maison de la Mort, qui a été sorti en France sous le titre Une soirée étrange. C'est un film de 1932 du réalisateur James Whale. On dit Well ou Wall? Well. Moi j'ai dit Well. Ah pardon. Well. James Whale, qui est le réalisateur de La fiancée de Frankenstein, entre autres. Voilà. Et également de Frankenstein, de L'homme invisible. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Showboat, L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, qui était d'ailleurs le premier film de Peter Cushing, en 1939. Voilà, donc pour revenir à The Old Dark House, c'est un film qui l'a tourné dans le prolongement de Frankenstein, également avec Boris Karloff, bien entendu. Et la copie a été longtemps considérée comme perdue, si je ne m'abuse, Bruno. Ouais, c'est de mémoire. Enfin, en France, depuis l'époque, personne ne l'avait jamais revu, quoi. Je crois qu'ils ont recommencé à retrouver du matériel dans les années 70, mais la restauration, vu le matériel qui existait, était très complexe et coûteuse. Et il y a eu une première sortie, il y a eu une première restauration qui n'était pas trop mal. C'était sorti chez Elephant en DVD. Et ça, c'est avant la restauration 4K qui a été faite en 2018, donc tout récemment. Et c'est celle qu'on retrouve la plus belle sur ce Blu-ray. Ouais. Et donc cette restauration a été financée, on va dire, ou même pratiquement, en tout cas produite par... Elle a été produite par le réalisateur Curtis Harrington. Curtis Harrington, qui est un grand fan de James Whale et du cinéma. Un grand cinéphile, tout simplement. Un grand cinéphile, grand fan de la Universal. Et il faut dire que la restauration est absolument sublime. Ouais, c'était coproduit, comme beaucoup de restaurations de ce genre, de mémoire par le CLA aussi. Ouais. Et je crois aussi par la boîte américaine Cohen Media qui a supervisé, qui a été la première à la sortir en Blu-ray il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, quoi. Et donc cette restauration met complètement en valeur la photo absolument géniale de comment s'appelle Arthur Edison, je crois, qui était le cinématographeur de Frankenstein. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a collaboré avec James Whale pendant de 31 à 33, il me semble. Je crois qu'il est également directeur de la photo sur L'homme invisible et peut-être Showboat. Sur L'homme invisible, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que pour les films de cette époque, moi, là, j'ai pas revu Old Dark House depuis 2 ans, mais c'était marquant pour celui-là, puis c'est vrai pour tous ces grands classiques. Mais chez Well, il y a justement un travail sur la photo et des effets de mise en scène qui étaient quand même assez inédits à l'époque. Et sur des copies assez communes, on le remarque pas trop. Là. Et j'ai vu un film de lui moins important, mais qui est sympa, qui s'appelle Kiss Before the Mirror, qui est aussi des années 30 et où la photo est de Karl Freund. Et avec une restauration comme ça, tu vois dans l'image, dans la mise en scène, plein de détails que tu remarquerais pas sur un master standard, quoi. Et bon, alors donc le scénario, l'intrigue est un petit peu légère, quoi. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, ou en tout cas c'est très théâtral, mais ça tourne. Le film se sert beaucoup d'une part des éclairages, des décors, et également donc de la direction d'acteurs. Le jeu des comédiens est quand même
assez grandiose. Apparemment, c'est adapté d'un roman. Ouais. Le jeu c'est très théâtral par définition. Ouais. Bon, tout se passe dans il y a une unité de lieu. Tout se passe à l'intérieur d'une maison qui est donc cette fameuse Old Dark House, la maison de la mort. Titre plus commercial que son titre original, Une soirée étrange. Et donc évidemment le comédien principal c'est Boris Karloff qui joue il a joué très Monstre de Frankenstein. Et il y a également Ernest Thesiger que James Whale devait retrouver 3 ans plus tard dans La fiancée de Frankenstein. Dr. Pretorius dans La fiancée de Frankenstein. Il y a Charles Laughton qui est absolument délicieux, on va dire. En espèce d'aristocrate anglais qui n'est pas véritablement un aristocrate, mais qui a acheté son titre, il le dit, s'en vante, etc. Enfin bon, bref. Raconte pas toute l'histoire quand même. Oui, parce que il va passer l'hiver, l'automne ou pas? Enfin, donc bon, c'est une curiosité, c'est vraiment un très beau film. Et il y a un secret à l'étage. Et il y a un secret à l'étage. Un secret à l'étage. Voilà, donc ensuite, je vais vous parler également donc, du Théâtre de sang, le Theatre of Blood, qui est un film prodigieux. C'est peut-être un des meilleurs films du comédien Vincent Price. Ah ouais, carrément. Ouais. Je suis d'accord. Bon, moi aussi. C'est presque un film biographique sur Vincent Price, qui joue le rôle d'un acteur de théâtre. Parle bien devant le micro. D'un acteur de théâtre shakespearien qui est extrêmement déçu de ne pas avoir eu le Grand Prix de la critique, enfin des critiques, et qui va éliminer tous ces critiques qui n'ont pas reconnu son talent, un par un, selon des meurtres commis, tout droit sorti de pièces de Shakespeare. Voilà. Le plus délicieux de ces meurtres étant évidemment celui de Robert Morley, qui est très drôle et très original, on va dire. Voilà. C'est un film du réalisateur Douglas E. Cox qui n'a pas fait grand-chose. Aucun lien de parenté avec Alfred. Merci. Il a pas réalisé beaucoup de films. Cox, il a surtout fait de la télé. Et c'est très très étonnant puisqu'on regrette justement qu'il en ait pas fait plus. Alors, on se demande si le film le côté génie du film est dû à Cox, à Price, au fait que le film a manifestement été écrit pour Vincent Price. Ouais, ça, on n'imagine pas un instant quelqu'un jouer le rôle à sa place. Jouer le rôle. Il y a dedans toute une panoplie d'acteurs. Diana, surtout Diana Rigg. Diana Rigg, qui est donc, comme tout le monde, enfin j'espère tout le monde le sait, Emma Peel. Miss Pearl dans Chapeau melon et bottes de cuir pendant 3 saisons. Et qui là, 2 saisons. Et qui là joue sa fille, ouais. Qui joue 2 saisons, 3 saisons, c'est pas 3 saisons. 2, je crois. Il y a une saison noir et blanc et 2 saisons couleur. Ouais. Non, une seule. Non. Voilà. Et il y a également donc Robert Morley, il y a Mortley, on va dire. Morley, il y a pas Robert de thé, je crois pas au milieu. Oui. Ouais. Harry Andrews, qui d'autre, Jack Hawkins. Mais je connais pas, je sais pas si c'est expliqué dans les suppléments ou si tu le sais, mais parce que finalement les 2 films précédents où Price avait des rôles un peu similaires avec une thématique similaire, c'était les 2 Dr. Phibes qui avaient eu un assez gros succès. Ouais. Donc je suppose que ce film-là, qui est quand même un peu dans le même genre avec le même acteur, s'ils l'ont lancé, c'est probablement par rapport à ça aussi. Enfin, je pense justement, je sais pas si ça a été documenté
de savoir qui est le scénariste, d'ailleurs, je me souviens pas. Et comment ils en sont venus, comment Hitchcock est venu à faire ce film, alors que Robert Fuest, lui qui avait fait les deux Fipes, devait en faire un troisième, parce qu'il y a un scénario qui existe, une préaffiche, etc., et que ça s'est jamais fait. Ouais. C'était un certain nombre de questions auxquelles tu semblerais ne pas pouvoir répondre. Je peux absolument pas y répondre. Tu as bien préparé ton sujet. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est vraiment un film à voir. Voilà, qui à mon avis est. Et la copie, comment la copie chez ESC? Elle est très belle. D'accord. Très très belle. N'en déplaise peut-être à certains. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas polémique là-dessus. Voilà. Très bien, c'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Monsieur Burgin? Oui, je voulais vous parler d'un film sorti chez BQHL. Le philosophe? Le philosophe, tout à fait. Le Mort-Vivant. BQHL. Le Mort-Vivant qui fait partie des 3 meilleurs films de Bob Clark, avec Black Christmas, qu'il fera juste après Le Mort-Vivant, et Meurtre par décret, qui est considéré, je crois, comme une des meilleures adaptations de Sherlock Holmes. Enfin, c'est pas une adaptation, parce que c'est pas Conan Doyle qui a écrit traditionnel, d'accord. l'histoire, mais c'est adapté. Une espèce de hors-série, quoi. C'est surtout Jacques Léventreur. Oui. Oui, avec... C'est le mariage des deux. Il y a quand même Sherlock Holmes dedans, parce que moi j'ai pas vu le film. Ah, tu vas vu. Ah, toi aussi, t'as bien préparé ton sujet. C'est Watson. Donc Le Mort-Vivant est un film qui date de 1974. Il s'est fait remarquer chez nous dans le 4e Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction qui était mené à l'époque par Robert et Alain Schlockoff, où il a eu le prix du scénario le plus original. Donc l'histoire est assez simple, hein. C'est un soldat, la guerre du Vietnam est finie, un soldat se fait tuer donc à la fin de la guerre, je crois, enfin c'est pas bien précisé, et donc la famille est éplorée, pleure le fils perdu, sauf qu'un matin, ding dong, ça sonne à la porte et c'est lui qui revient. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est le traitement est assez original. Le titre en dit un peu plus. Ouais. Voilà. Donc c'est un film qui a été tourné en Floride. Alors c'est le premier film où Tom Savini s'est occupé des maquillages. Des effets spéciaux, oui. C'est un fait assez notable, hein. D'ailleurs, ils sont plutôt réussis. Ah oui, excellent. Il participe au malaise du film et à son étrangeté, hein. C'est assez diffus tout du long. Ça poursuit même après le visionnage. Finalement, on pense encore au film et c'est un film qui met extrêmement mal à l'aise. Hein. D'ailleurs, tu aurais pu maquiller aussi ton bouton, Oui, s'il te plaît. Parce que là, faut pas être Tom Savini pour le camoufler. Alors, ce qui est bizarre chez ce réalisateur, c'est qu'il a tourné, donc, comme j'ai dit, ces 3 excellents films, mais il a également tourné la série des Porky's. Il a fait les 2 premiers. Excellent. C'est vrai? Enfin, c'est quand même un autre niveau. Non. Hein. Ah bon, c'est des rôles. Il a fait Le Vainqueur avec Sylvester Stallone. Et il a fini sa carrière alors de façon assez pénible avec Karate Dog, bon, qui a peut-être ses adeptes, hein, je ne sais pas, et surtout les Super Babies. Voilà. Alors, côté casting, on avait noté un mélange d'acteurs professionnels et d'acteurs amateurs. On peut quand même citer John Marley, qui possède une solide carrière de second rôle, puisqu'on le retrouve. Frère de Bob. Puisqu'on le retrouve quand même dans Le Parrain et Enfer mécanique. Ouais. Voilà. Donc, par contre, j'ajouterais juste qu'il a avant Le Mort-Vivant et avant avant Le Mort-Vivant et c'est les 2 dont tu as parlé ensuite, il avait fait un premier film fantastique qui est inédit en France, s'appelle Children Shouldn't Play with Dead Things, qui était plutôt sympa, un truc totalement indé, encore plus minuscule budget que celui-là, qui est une espèce de parodie, mais assez angoissante quand même, de La Nuit des Morts-Vivants de Romero. D'ailleurs, La Nuit des Morts-Vivants fait extrêmement penser à... Ouais. Children Should Not Play with Dead Things est également passé au festival. Il était passé au festival aussi, ouais. Des films fantastiques. Alors, je t'en avais parlé, Bruno, tu m'as dit que tu n'étais pas forcément au courant que le film a été exploité en VHS sous le titre Soif de sang. Non, je me souviens pas. Moi, l'anecdote que j'ai sur ce film, pour l'anecdote, c'est qu'au début de la VHS, avant qu'il y ait des VHS à la vente et même à la location en France, un des premiers pays avec les États-Unis où la VHS s'est développée, c'est l'Angleterre. Et c'était le seul pays, déjà dans les Virgin à l'époque, où on pouvait trouver des VHS à la vente. Et c'est la première VHS que j'ai achetée. C'était présenté dans des petits boîtiers avec juste le titre et même pas d'illustration. C'était vendu l'équivalent d'une quinzaine d'euros actuels. Et la qualité était... le film est relativement sombre. Et j'avais acheté aussi Children Shouldn't Play, les 2 étaient sortis.
et on n'y voyait rien. C'est vrai que le film est assez sombre. Le film est tourné en 16 mm. Voilà, donc au niveau de la copie, certains penseront peut-être effectivement que la qualité est médiocre. Moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Très très bien. Ça restitue bien l'ambiance de l'époque. Surtout que c'est un film relativement très nocturne quand même. Ça ne gâche rien. Moi, j'ai découvert cette année, franchement, très très bien. Le titre original, c'est Death Dream, hein, c'est ça J'ai un doute. C'est ça, hein, Laurent? Merde, j'ai un doute. Parce que le mort-vivant, c'est débile, ça dévoile un peu. Carrément. Dead of Night. Dead of Night, voilà. Dead of Night, ouais. Mais ça s'appelle pas Death Dream aussi? Non, Dead of On va Night. vérifier. Vous me demandez si vous voulez. Qui a un titre plutôt sympathique. Voilà. Très bien, c'est tout Renaud? D'accord, t'en as pas d'autres, non? D'accord, bon ben, Monsieur Picard qui va nous parler de Cannibal. C'est ça. Là, on va partir pour explorer les contrées un petit peu exotiques. Les cannibaux. Donc les cannibaux dans la jungle. Et alors donc la jungle au niveau des films, les films italiens. Donc on aura une petite vague de films italiens cannibalistes, on va dire, entre 77 et 85, 85 étant le dernier à peu près potable. Et alors pourquoi en 77 ? Quand on regarde un petit peu le cinéma de genre italien, on se rend compte que, d'une certaine façon, le péplum est mort après 1966. Les films, les western spaghetti en 73, c'est Mon nom et personne, c'est un peu la fin du western spaghetti. Les giallo après 75, il n'y a plus grand-chose. Et donc, la nature ayant horreur du vide, par définition, il a fallu recréer quelque chose. Et là, ça sera quelque part des films anthropophages. Alors, anthropophage, c'est-à-dire qui vient de anthropophagus, c'est-à-dire consommer de l'être humain, à la fois dans les films de cannibales et à la fois aussi dans les films de zombies. Puisque Zombie apparaîtra en 78. Et donc, pendant cette période, on aura les cannibales et les zombies, avec en 1980 un crossover assez goûtu, puisque ça sera Zombie Holocaust, si mes souvenirs sont bons, de notre ami Fabricio De Angelis au scénario, qui était le producteur des Fulci. N'est-ce pas, Bruno? Oui, tout ça a l'air bon. Et tout ça à cause de Romero. Et tout ça à cause de Romero. Et donc on dit 77-85. En fait, ça commencera vraiment en 72, mais on en reviendra. Alors, la matrice des films de cannibales, en fait, il y a deux sources à la base. Le premier qui est donc le Mondo Cane, 1962. Mondo Cane, donc avec trois réalisateurs, dont Franco Prosperi. Franco Prosperi, on le retrouvera en 1984 avec les Bêtes Féroces Attack, qui a fait l'objet d'un très joli magnifique Blu-ray de notre ami Ecstasy of Film. Ouais. Et dans cette très belle édition, c'est pas le film qui fait le plus peur, ce sont les bonus, puisque dans les bonus, qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran d'un seul coup? Daniel Bouteiller. Ah. Et ça, effrayant. C'est carrément effrayant, et c'est pour ça que sans effets spéciaux, c'est un petit peu au naturel. C'est un petit peu compliqué. Et donc Prosperi, qui sera aussi le scénariste en 85 de Amazonia, l'esclave blonde ou blanche. Ça dépend, parce qu'en titre italien c'est blanche et en français on traduit par blonde. D'accord. Alors on est tous esclaves d'une blonde, enfin Bruno d'une brune, mais il a aussi été esclave de blonde, mais c'était sans alcool. Maintenant c'est sans alcool. Donc, qu'a-t-il dévoilé? Ça ne regarde pas. C'est Mondo Cane, c'est quoi? C'est en fait des petits documentaires où le but est le dépaysement, le sensationnel dans des contrées exotiques et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, le micro, d'accord. Et alors, pour ceux de ma génération, ça rappelle un peu le principe quand vous regardiez le dimanche après-midi, Dimanche Martin, entre 1980 et 1983. C'était incroyable, mais vrai. C'était aussi des reportages un petit peu sensationnels. Sauf que, à l'époque, chez Dimanche Martin, il n'y avait pas de nudité. Parce que là, l'avantage de ces petits documentaires dans les contrées exotiques, c'est que les tribus primitives, on va appeler ça comme ça, au niveau du textile, c'est pas ça. Et il y avait quand même pas mal de poitrines... Mais ça, c'est un principe qui remonte aux États-Unis aux années 30, oui. De faire du faux ou du vrai, d'ailleurs, documentaire qui, parce que c'est un documentaire, permet de montrer des femmes nues. Des films comme Africa Screams, des choses comme ça. Voilà, et donc dans ces documentaires, on voit les pratiques culturelles, des rites, aussi des petites violences animalières de temps en temps. Donc tout ça, ça sera un petit peu dans le terreau des films de cannibales. Et à la musique, Rhys Ortolani,
qui est donc le compositeur émérite, qui a fait des nombreuses séries B italiennes, qui a notamment avec Fulci, avec donc Perversion Story, La Longue de l'Exorciste. L'avion d'Apocalypse. C'est lui la musique. Non, je crois pas, non. Ah mince. Non, d'accord. Et aussi 2072, Les Mercenaires du Futur. On me dit à l'oreille qu'il va bientôt sortir en Blu-ray, je crois. Ah bon? Oui. Oui. Il aura aussi fait avec Lenzi, Si Non, douce, c'est pas vraiment. si douce, si perverse, et puis Le Tueur à l'Orchidée. Bien sûr, Deodato avec Cannibal Holocaust, et puis La Maison au fond du parc, à ne pas confondre avec La cabane au fond du jardin. Ça, c'est pour Renaud. Et Deodato. Et aussi un petit peu coquin, un petit peu, voilà, avec Tinto Brass et Miranda, avec la belle Serena Grandi. Et moi, quand je regarde Serena, c'est vrai que des fois aussi je grandis. Et bien sûr, alors là, ça c'est pour C'est pour pas ceux- dans les notes, ça c'est bizarre. c'est pas dans les notes. Et c'est aussi ceux qui regardaient comme moi la 6 le dimanche soir, la musique de La Bonne. Avec Florence Guérin, parce que j'aime. Qu'est-ce Florence qu'elle est Guérin. bonne. Ah, oui. Bravo, merci pour. Merci. Non, merci. Elle était bien, celle-là. Hein. Oui. Voilà. Alors, Donc si ce tu film as aura quand passé, même un petit Ça, c'est pour succès, Isabelle. puisqu'il sera quand même présenté à Cannes. Ortolani va gagner un award au niveau de la musique et sera cité aussi au niveau des Oscars. Donc Ah, ouais. quand même une certaine petite réputation pour ce documentaire. Et l'autre élément, l'autre matrice du film de Cannibal, c'est un homme nommé Cheval, qui n'est pas un ersatz de Rocco et ses frères, parce que Oh. 24, Oh, ah oui, 24 cm, voilà. Alors j'ai pas forcé le trait, cheval de trait, donc j'arrête la blague là. Et c'est donc Elliot Silverstein qui était à la réalisation et qui a fait, et tu en as parlé tout à l'heure, tu l'as mentionné, Enfer mécanique, 77, c'est ça, The Car, Ça fait. tout à Ersatz fait. de Coussi de Duel et puis des Dents de la Avec Mer. James Brolin. Voilà. Et donc, ce film, Un homme nommé Cheval. Un homme nommé Cheval, Parce que tu dévis pas. va T'as pas pouvoir parlé va d'IS mettre- encore, c'est non, bizarre. va mettre les différents thèmes du film de Cannibal. En premier lieu, la véracité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les films de Cannibal, il y a toujours un carton pré-générique ou post-générique nous expliquant que c'est une histoire vraie. Dans Un homme nommé Cheval, c'est un peu la même chose. On commence en expliquant que, quelque part, les scènes ont été reproduites d'après des peintures de quelqu'un qui avait pu assister à ce genre de choses et qu'ils ont eu aussi le support d'anthropologistes, pardon, pour Qui n'empêche pas d'être voilà, pour retranscrire toute cette histoire. Il y a aussi donc les pratiques, les rites culturels avec cette fameuse danse du soleil où on vous pend par les seins, Les tétons. les tétons. Les tétons, hein. Et les tétons petit navire, merci. Il y a bien sûr aussi, quand vous regardez bien ce film, un petit peu de violence animale, c'est-à-dire que vous avez quelques prédateurs qui fondent sur leur proie, dans ce western, puisqu'à la base c'est un western, puisque la tribu est une tribu indienne, Sioux je crois, enfin je ne sais plus après c'est au Ah, tu niveau parles de des- quel film là? J'ai décroché. Un homme Ah, nommé oui. Cheval. Ah, c'est plus le film italien là. Richard Harris. Voilà, mais ce qui servira D'accord. de matrice. Il n'y a pas de cannibale dedans. Et il n'y a absolument pas de cannibale. D'accord. C'est simplement Je sais les plus. thématiques Simplement hors qui vont être repris après par les films de cannibales. Bien sûr, on a le parcours initiatique, on pourra retrouver la love story et le fait qu'en fait, le prisonnier va devenir plus indien que les Indiens, d'une certaine façon. Et il est où la page 2? Ah ouais, elle est là. Et là, la page 2, elle est là. Et donc, on va regarder maintenant, on va passer au film de Cannibal. Et au lieu de faire quelque chose qui va être chronologique, j'ai préféré me dire, tiens, on va essayer de voir les grouper par thème. Et j'ai trouvé à peu près 3 thèmes avec les différents films. Et le premier thème, Le thème c'est... intestin, non? Non, c'est le thème de l'enlèvement. L'enlèvement et l'intégration dans une tribu. Alors, dans ce cas-là, la tribu n'est pas cannibale. Parce que sinon, il n'aurait pas eu le temps de s'intégrer. Enfin, il aurait été digéré, mais pas intégré. Plutôt désintégré. Quoi. Voilà. Et donc, les cannibales, en fait, ce sont plutôt dans les tribus autour de cette tribu-là. Et donc, le premier film, qui est d'ailleurs le premier film de cannibale, même si ce n'en est pas un, vraiment, c'est 1972, A Man from Deep Rivers, qui ne veut pas dire un homme nommé Dick Rivers, pour Renaud qui ne maîtrise pas bien l'anglais, et qui est chez nous Cannibalis au pays de l'exorcisme, qui ne veut strictement rien dire, franchement. Et alors là, c'est très simple, c'est qu'on repompe intégralement Un homme nommé Cheval.
C'est-à-dire que c'est un plagiat, mais alors c'est quand même assez incroyable. Au niveau casting, on a un couple intéressant qu'on retrouvera plusieurs fois, qui sont Ivan Rassimov, qui là sera pour le coup en perruque blonde, en pagne, on dirait Rahan, c'est assez incroyable, et Mimi Lay, qui est d'ailleurs plutôt Mimi que Lay, alors que chez Désirless, c'est plutôt Less que Désir. C'est quand même incroyable. Et donc les deux, non seulement ils se retrouvent dans ce film-là, et après, ils se retrouveront dans le dernier monde cannibale et la secte des cannibales, on verra ça plus loin. Donc la trame est identique par rapport... Là, Daniel est en train de cuver son champagne. La trame est identique par rapport à un homme nommé Cheval. Il y a la love story, il y a la tribu ennemie, les cannibales. Et sauf que l'action, on n'est plus chez les Indiens, mais on est chez des Indiens, mais de Thaïlande, en fait. Puisque c'était plus simple à l'époque d'aller en Thaïlande qu'en Amazonie. Et en fait, le film est assez light, hein. Il n'y a pas de cannibale, il y a juste une séquence, à un moment, ils voient une tribu à côté où ils sont en train de manger, mais c'est tout. Casse la croûte, quoi. Casse la croûte. Par contre, là, il y a les séquences animalières. Et là, les séquences animalières, là où un homme nommé Cheval, en fait, on voyait l'attaque du prédateur sur la proie, là, on va carrément voir manger, enfin, je veux dire, on va continuer l'action. Et donc, quand on regarde un petit peu les films de cannibales, ces séquences animalières font toujours débat, au point que certains réalisateurs se sont dit, finalement, on n'assume plus. On a des éditions où on peut avoir le film avec ou sans. Cannibal Holocaust. Tu peux l'avoir avec ou sans. Cannibal Ferox aussi, je crois. Il y a eu des coupures. Oui, pardon, j'étais toujours sur le mort-vivant, ça s'appelait Death Dream ou pas. D'accord. Et donc, oui, bien sûr, ça a été fait à la... Enfin, c'est soi-disant Deodato, en tout cas, qui a décidé un jour lui-même de refaire ce montage qui, maintenant, dans la plupart des éditions, est proposé. Tu peux le voir avec ou sans. Mais est-ce qu'il l'a vraiment voulu ou est-ce que c'est juste un effet comme ça? Alors, sur les séquences animalières, en fait, on se rend compte qu'il y a 4 raisons pour avoir ces séquences-là. La première, c'est simplement la nourriture. C'est-à-dire que c'est juste le besoin de manger. On est dans une tribu, c'est un petit peu comme si vous aviez des cow-boys. Là, hop, on filme, ils sont en train de tuer la vache, il la découpe et il la mange. Ça serait hyper choquant, puisqu'on voit pas ça dans le film. Sauf que là, dans les films de cannibales, on voit ça. Donc, ils le font des fois avec soit un singe, crac, on le coupe la cervelle et on mange. Une soit tortue. la tortue. Belle séquence... un petit peu envie de vomir, hein. Enfin, personnellement. En fait, je te coupe. Oui. Mais en fait, j'y pense. Bon, évidemment, ça c'est gênant pour un certain nombre de personnes. Finalement, le fait de les filmer et de les montrer, c'est pas ça le plus gênant. Dans ces films-là et dans le Deodato en particulier, et même dans les Lenzi aussi, c'est la manière de le filmer et l'ambiance musicale qu'il y a autour, quoi, qui là pose quand même un problème. Ils ont toujours dit, mais de toute façon, on a fait ça, c'est pas un problème dans le sens où on était sur place, où on a réellement mangé ces animaux. C'est pour ça que tu compares avec les cow-boys, effectivement. Dans combien de westerns on voit le truc qui tourne, etc. Mais là, ça va un poil trop loin. C'est pour ça que ça a gêné tant les gens depuis tant d'années. Ouais. Mais d'un autre côté, alors on est sur des films de cannibales où l'homme va manger l'homme. Donc là, on voit l'homme qui mange les animaux. Enfin, quelque part, il y a toujours le concept de nourriture. Et bon, après, c'est opportun ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est l'animal dans son environnement naturel avec les prédateurs. C'est-à-dire que là, on va voir le serpent en train de gober. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable. C'est la nature, hein, c'est un peu l'apocalypse des animaux, voilà, mais version trash. Troisième raison, c'est, alors on le voit un petit peu moins, c'est des combats. Un petit peu, nous, pratique de combat de coq. Là, dans les tribus, tu vois, ils vont faire des petits combats, là, comme ça, entre animaux qui, normalement, vont se manger à la fin. Donc, c'est... Hein. Et le quatrième, c'est le rite tribal, où, par exemple, on va éventrer un crocodile parce qu'on veut prendre sa force, ou je ne sais quelle raison derrière. Donc, il y a toujours une raison, on va dire. Après, c'est vrai que ça peut être un petit peu putassier. Après, c'est horrible. Et on ne fera plus jamais ce genre de choses. D'un autre côté, sur certains films vraiment que moi j'aime beaucoup, qui sont le Dernier Monde Cannibale et Cannibal Holocaust, ça amène quelque chose, de véracité de tout ça. Mais mais je crois que dans Cannibal Holocaust, il y a justement des scènes avec les animaux qui ont été tournées après dans un zoo. C'est ce que j'ai lu quelque part. Donc ça a été rajouté par la suite. Ça effectivement, c'est déjà plus limite. C'est beaucoup plus limite. Donc, ce Man from Deep Rivers, qui est considéré comme le premier film de cannibale, n'est pas vraiment un film de cannibale.
mais il y a toutes les thématiques qui vont être reprises. D'ailleurs, il n'était pas vendu, comme tu le disais, hein, au Pays de l'Exorcisme, c'était toujours pour les mêmes raisons, de mettre exorcisme dans un titre à peu près pour n'importe quoi. À l'époque, il n'était pas vendu comme ça, mais c'est vrai, Oui. c'est venu, il a été rattaché après. Il a été rattaché après. Donc, on est toujours dans la catégorie enlèvement, intégration dans une tribu. Et là, on est parti du premier pour arriver au dernier bon, en tout cas, de mon point de vue. Après, bon, c'est relatif hein, pour ce genre de film, qui est Amazonia, donc l'esclave blonde. Blanche. Blanche. Non, blonde. Non, c'est. Ça dépend. C'est blanche sur le titre italien, blonde quand ça a été traduit en français. Ou la véritable histoire de Catherine Miles. Scénario de Franco Prosperi, on en a parlé un petit peu avant. Il est sorti à peu près la même époque sur un sujet similaire, entre guillemets, La forêt d'émeraude, où il y a aussi un enlèvement d'enfants, puisque là, c'est l'enlèvement d'une jeune fille par une tribu. Alors, c'est pas une tribu de cannibales, c'est une tribu de coupeurs de tête. Donc, les cannibales, encore une fois, c'est la tribu à côté. Ce qui permet l'intégration et non pas la digestion. Ça, c'est clair. Alors, il aura eu comme nom aussi Cannibal Holocaust 2. Il y a un deuxième film qui aura eu le même titre, qui est Green Inferno en 88. Voilà. Alors, celui-là est un petit peu décrié parce qu'en fait, comme il est un petit peu light, les gens disent ouais, c'est pas hyper intéressant. Moi, j'aime bien. Il y a une bonne petite histoire. Ça tient la route et c'est pas ridicule. Mais ça, c'est uniquement personnel. Bah, sûr que le Deodato, Cannibal Holocaust, c'est le film ultime et définitif sur le sujet quasiment. Alors, tout ce qui passe après. Tout ce qui passe après. De Lenzi, Cannibal Ferox, il y a on en reparlera. Plus bis, ouais, voilà, tu en reparleras. Mais... On parlera après. Alors, donc ça, c'est l'enlèvement, l'intégration dans une tribu. Voilà. Il y a un deuxième chose qui est les films où on part à la recherche. Alors, à la recherche de quelque chose, à la recherche de quelqu'un. Je mets de côté les journalistes et étudiants qui seront la troisième catégorie. Là, on va partir à la recherche d'un mari, à la recherche d'une sœur, à la recherche d'un gisement de pétrole. Et donc, justement, le premier vrai film de cannibale, c'est 77, Le Dernier Monde Cannibale, de Deodato, où là, ils partent à la recherche d'un gisement de pétrole. Ils vont atterrir, ils vont se rendre compte que l'équipe qui devait être là, la précédente équipe, n'était pas là, elle a disparu, ils partent à la recherche. Et là, c'est absolument terrible comme film. Personnellement, c'est l'un de mes films préférés en termes de cannibale, parce que je ne le vois pas vraiment en tant que film cannibale, même si la fin, elle est assez horrible. Tout le film, c'est âpre, c'est dur, c'est vraiment la forêt, on s'y croit, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien. C'est naturaliste. Naturiste, puisqu'il est un petit peu à poil aussi, hein, on peut le dire. Ouais. C'est qui l'acteur principal déjà, il est très bien lui. Alors, dans le rôle. Oui, alors j'ai plus le nom de l'acteur principal. Par contre, tu as encore Ivan Rassimov qui sera là. T'as donc Mimi Millet et le troisième, j'ai oublié son prénom, mais qui est aussi fantastique. Donc c'est un trio. Et franchement, alors, et juste une question que je me suis toujours posée, tu vas peut-être te répondre, c'est que quand je compare la Mimi Millet de Man from Deep Rivers et la Mimi Millet de Dernier Monde Cannibale, au niveau poitrine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé et ça me paraît un peu plus coq. Mais c'est bon, tu vois, je suis sensible à ce genre de petits détails. Mais ça, je savais déjà, par contre. Bon, peut-être que tu auras la réponse. Non. Et donc là, on retrouve par exemple, encore une fois, la love story. Enfin, love story un petit peu brutale. Hein. C'est plutôt la guerre du feu en termes d'amour que love story. La guerre du feu, ça t'a aussi marqué. Tu l'as vu au cinéma, tu vois un petit peu les scènes d'accouplement. Bah là, c'est pareil. Hein, tout de suite, Renaud, là, il était un petit peu, on l'avait un petit peu perdu. Et là, il revient parmi nous. Donc, celui-ci. Parmi nous. Celui-ci, vraiment, c'est un des meilleurs pour moi film de cannibale. Ensuite, on est à la recherche du mari. 78. La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino. Ursula Andress. Avec Ursula Andress. Andress aussi, surtout. Et donc, Martino, parce que Martino, c'est un peu comme Lenzi. C'est des vétérans de la série B. Et à chaque fois qu'il y a un filon, crac, ils y vont, ils le prennent. Bon, là, c'est le filon de l'uranium, puisqu'on sait que c'est ça que va rechercher, qu'il y a derrière cette montagne, qui est finalement l'adaptation cachée des mines du roi Salomon.
qui, de mon point de vue tout à fait personnel, est plutôt un film d'aventure qu'un film de cannibale, à part les 15 dernières minutes, ou les 20 dernières minutes qui sont ultra choquantes, avec les animaux et tout ça. Oui, c'est d'ailleurs le film, on l'a surtout connu coupé, nous, et c'est à la télé, il l'était systématiquement en France. Donc finalement, il fonctionne aussi comme et le DVD de Néo était coupé ou pas? Non, c'est depuis Néo et puis toutes les rééditions après, c'est la version intégrale. Voilà, pour moi, c'est un petit peu plan-plan. C'est pas un de mes films préférés. Mais alors, les 20 dernières minutes, franchement... Un film plan-plan avec Ursula Andress? Oui, pas plan-cul. Ou plan cucu, c'est ça que tu veux me dire? Il va sortir en Blu-ray celui-là, Bruno, tu sais ou pas? La montagne, pour l'instant, Non, mais pas il est sorti en Blu-ray, mais en France, non. En France, oui, à l'étranger, oui. Pas prévu. Après, tout est sorti en Blu-ray étranger dans des très très belles copies. Tout a été bien restauré pour tous ces films. Par contre, il n'y a pas de sous-titres. Dans la plupart des cas, j'ai pas de sous-titres français, ce qui fait que je regarde ça en anglais. Mais d'un autre côté, bon, les dialogues, c'est pas. En général, ils sont post-synchronisés de toute façon les films. Oui, mais tu italien de cette période-là. Ouais, mais je veux dire, t'as même pas de sous-titres l'anglais. Enfin, je veux dire, t'es obligé de traduire en toi-même en direct, quoi. Ce qui est pas toi-même. Qui n'est pas toujours simple. Donc Ursula Andress, effectivement, donc Andress, comme on vient de le signaler à l'instant, qui, bon, on n'est plus dans ces heures de gloire, comme on discutait, dixième victime, Tribulation d'un Chinois, le James Bond. Là, c'est un petit peu dans la fin de sa carrière. On se rappellera. C'était avant Soleil Rouge, je crois. Oui, c'est avant. C'est avant. Et donc elle finira quand même dans les années 80, en 84. Dans quel film? Les séducteurs, non? Non. Les séducteurs? Non. Dans Liberté, Égalité, Choucroute de Jean-Yann en Marie-Antoinette. Exact, c'est vrai. Voilà. Jean-Yann, il a fait des bons films. Attention. Oui. Bon, c'est pas son meilleur, c'est vrai. Mais c'est pas son meilleur. C'est vrai. Donc, on a vu donc La montagne du vieux cannibale. On passe en 1980 avec Umberto Lenzi qui remet le couvert, si je peux me permettre. On dit pas Umberto Lenzi. 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 Donc avec La secte des cannibales. Alors la secte des cannibales, c'est une nana qui repart à la recherche de sa sœur. Alors elle fait quoi sa sœur? Elle bat le beurre avec les couilles du pasteur, puisque c'est effectivement tiré d'une histoire vraie. Un pasteur qui avait emmené une secte avec lui, voilà. Et là ils sont partis dans l'Amazonie. Voilà, et voilà. Il n'y a pas de cannibales. Enfin, si, il y a des cannibales, mais encore une fois, ils sont à côté. Et ce film, il y a encore Mimi Lay et Rassimov qui fait le gourou. Et oui, donc on les voit partout. Hein. C'est quand même assez incroyable. Alors, c'est pas le meilleur, ça c'est clair. En plus, Lenzi va s'amuser à repomper des séquences à droite à gauche dans d'autres films, au niveau des séquences animalières, de tout ça. Enfin, c'est vraiment, on voit qu'il a un petit peu bâclé l'affaire. Troisième catégorie, puisqu'on a vu les enlèvements, l'intégration, à la recherche d'eux, et maintenant, on va être dans, on va dire, les journalistes ou les étudiants, c'est-à-dire dans l'anthropologie et l'étude des cannibales. Là, on va commencer avec le 5e de la série Emmanuel, donc, qui, lui, a eu une sortie française. Chez Artus. Emmanuel et les derniers cannibales. Chez Artus. Donc, 1977, 5e de la série avec Laura Gemser. Donc là, ça se doite, ça s'emboîte et c'est moite. C'est effectivement une petite bisserie des plus réjouissantes. Avec... on va dire une jungle un petit peu de pacotille, parce que alors c'est ça aussi au niveau de la jungle qui est représentée dans les films de cannibales. Soit vous avez celle de Deodato, qui soit dans Le Dernier Monde cannibale et Cannibal Holocaust, où là, la forêt elle est dense. On est étouffé par cette forêt. La forêt est un personnage principal du film. Et les autres forêts où il y a 3 palmiers qui se battent en duel, beaucoup d'espace, et ça donne pas du tout le même sentiment d'oppression. Je pense pas que tout n'ait été tourné au même endroit, et je soupçonne certains cinéastes d'avoir été plutôt, on va dire, dans le sud de l'Europe, plutôt que dans l'Amazonie. Donc, là, c'est hyper jouissif. Je rappelle quand même cette scène d'anthologie, la toute première scène qui va vous mettre évidemment l'eau à la bouche, puisque
On retrouve donc pourquoi Emmanuel est journaliste, et là on retrouve une femme un petit peu folle avec un tatouage d'une tribu cannibale, et pour la faire parler, Emmanuel est intégré dans un hôpital psychiatrique. Elle va la voir sur son lit la nuit, et là l'autre elle est un petit peu hostile, on voit qu'elle est dérangée, et histoire de briser la glace, avant même de servir un whisky, elle lui met un doigt. Là, honnêtement, c'est du grand art. Directement. Et directement, comme ça, même pas de whisky, juste un doigt. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Et voilà. Et c'est là où on voit que, franchement, Emmanuel, c'est une grande journaliste. Parce qu'elle va voir son patron en lui disant, je m'étais renseigné sur elle, elle était lesbienne. Et là, on se dit, ah ouais, c'est pas comme ça, c'est pas venu gratuitement. Et non, il y a du travail derrière. L'investigation. Hein. Et oui, c'est du travail de journaliste d'investigation. Alors, au niveau du film en lui-même, encore une fois, c'est super sympa à regarder. C'est un peu le bordel. C'est un petit peu un film d'érotique, un petit film d'aventure avec quelques surtout inserts un film d'animaux. érotique, ouais, quand même. Voilà. Mais traité avec beaucoup de doigté, quoi. Voilà, traité avec beaucoup de doigté. La musique, je ne sais plus qui a fait la musique, mais j'aime beaucoup. J'ai encore écouté ce week-end. Et à part la première scène d'émasculation du départ, Fidenko. Ouais, voilà, qui a fait beaucoup de Black Emmanuel. Ouais. Voilà, Mais c'est ça qui est le plus dément. C'est le seul que j'ai revu récemment, celui-là, moi, avec cette édition qui est super. Magnifique. C'est dans les un films de très beau D'Amato livre, et dans celui-là en particulier, c'est ce décalage entre les scènes érotiques qui viennent comme ça sans aucune Comme un logique poil sur la par soupe. rapport, voilà. Ils sont quand même vers la fin du film dans une situation hyper complexe, poursuivie par tout le monde et notamment les cannibales, et ils s'arrêtent Mais raconte dans pas une la fin. clairière. Non, mais dans une clairière et tout le monde nique avec tout le monde et ça a aucun sens, quoi. Mais moi, ça a du sens. Ah, ok. Moi, ça me permet de pas décrocher. Ça dépend dans quel sens. Donc, non, c'est effectivement. Alors, après, bien sûr, il y a la recherche d'un butin, d'un magot, d'un avion. Enfin, on mélange différentes thématiques. Et le cannibale, c'est un petit peu voilà, la sauce pour que ça prenne, quoi. Je veux dire. Mais honnêtement, dans les Emmanuel, avec un seul M, mais c'est pour ça qu'on l'aime, moi, c'est un de mes préférés. Hein. Pas Bruno Moi, c'est Emmanuel en Amérique que je préfère. Ouais. Ah, ça, c'est côté Snuff Movie. Ouais. Et oui, ça, c'est bon, D'Amato. Joe D'Amato. Ensuite, 1980, le meilleur, puisque c'est Cannibal Holocaust. Moi, je m'en lasse pas. C'est chef-d'œuvre. Alors, non seulement c'est bien, alors c'est l'inventeur du found footage, plus ou moins. Donc là, c'est encore du travail journalistique, hein, puisque à la base, ce sont des journalistes qui vont sur place pour essayer de retrouver une tribu cannibale. Et après, il y aura la mission de recherche. Le coup de génie, c'est d'avoir pris des acteurs totalement inconnus, de leur avoir fait signer un contrat comme quoi pendant un an, on ne devait plus les voir. Donc de disparaître de la situation, au point qu'on a même cru, tout le monde connaît l'anecdote, qu'ils étaient vraiment morts, que c'était un snuff movie. Alors je me demande comment on peut croire ça, je veux dire, c'est un peu bizarre pour moi. Mais bon, voilà. Les morts, il y a eu un article, comme le film a eu beaucoup de problèmes, surtout pour la cruauté animale, mais si je me souviens bien, il y avait un article à la con dans Paris Match à l'époque, avec des photos en disant qu'ils avaient réellement tourné des scènes de cannibalisme avant le procès, parce qu'il y a eu le procès. Et qu'effectivement, certains des acteurs étaient disparus à cette occasion, enfin n'importe quoi. Et la musique, Risto Ortolani, encore une fois, là, c'est phénoménal. Ça, c'est phénoménal. Il y a à la fois cette musique douce et bucolique. Et romantique. Et romantique. Et qui concourt à l'étrangeté, justement. Aussi. Alors, tout au départ, voilà. Et après, cette musique avec deux, trois sons qui viennent s'imprégner, qui font une atmosphère assez totalement saisissante. D'ailleurs, c'est une de mes BO préférées, toutes catégories confondues. Ça me donne toujours des... Plus que Yes. J'ai pas placé Yes encore. Non, une de tes BO préférées. Ah oui, c'est BO, pas disque, attention. Voilà. Et donc voilà, sur Cannibal Holocaust, on va pas revenir, tout a été dit. C'est vraiment le maître étalon du genre, avec pour moi le dernier monde cannibale. Et Deodato, il y a vraiment pas, il y a pas photo. En 81, on arrive avec Cannibal Ferox, c'est-à-dire que Umberto Lanzi se dit, voilà, je vais réagir au succès de Cannibal Holocaust. Il dit, c'est moi qui ai inventé le genre avec le Man from Deep River, Dick Rivers si tu nous écoutes.
Et il dit, je vais faire quelque chose vraiment là d'extrême. Sauf que, quelque part, ça marchera un petit peu moins bien, de mon point de vue, par rapport au Deodato, pour plusieurs raisons. Là où Deodato, c'était très très réaliste, au niveau de Lenzi, lui, il va mettre les curseurs toujours dans l'excès, ce qui fait que ça ne marche pas toujours, on va dire. La jungle, je suis désolé encore une fois, ça me paraît un petit peu plus de pacotille. Hein, il y a des grands espaces, voilà, il n'y a pas ce sentiment d'oppression qu'on peut avoir chez Deodato. La musique, c'est un peu bicéphale, hein, puisque le film est bicéphale. Il y a une partie qui se déroule à New York, une partie qui se déroule dans la jungle. Alors, sur ces films de cannibales, ça démarre toujours à New York, et après, ça bascule sur la jungle. Là, la particularité de celui-là, c'est que les deux sont en parallèle. Et donc, quand il est à New York, il nous met une musique à la Starsky Hutch. Non, mais c'est pas mal, mais sauf que ça fait un peu... Et par contre, la musique dans la jungle, là, est plutôt réussie. Mais le mélange des deux, c'est un petit peu... c'est un petit peu bizarre. Donc, il en fait des tonnes, il accumule. Il y a des choses qui, au niveau de la rétine, vraiment, ça nous reste, hein, dont la pendaison par sein, qui, quelque part, ramène à la danse du soleil. Donc, la boucle est bouclée, d'une certaine façon, avec le film de Cannibal et Un homme nommé Cheval, pour ceux qui ont suivi. Toi, tu suis pas. J'aime beaucoup Un homme nommé Cheval, il n'y a pas de problème. Et donc, comme acteur, là-dessus, on aura surtout Giovanni Lombardo Radis, qui est une figure hyper connue du cinéma bis, et qui aura une fin assez horrible, puisque dans La Jungle, terrible jungle, le blond est mort ce soir, puisque lui, il mourra dans son rôle de Mike. Et oui, ce qui s'appelle Mike, et on sait que Mike, c'est quand même un prénom de salaud hein, dans le film. De pervers sexuel, de tout ça. Donc, voilà. C'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Mike, si tu nous regardes. Non, je sais pas où est la caméra, je suis un petit peu perdu là avec comment. On est tous en rond, mais bon. Honnêtement, ce film-là, on est tous en rond, oui, la chenille, non, petit pervers. On n'est pas en rond. Et donc, tout ça pour dire que ce film-là, il est connu pour ses excès. C'est pas mon préféré au niveau cannibale. Ça dépend ce que vous voulez regarder. Si vous voulez regarder un moment un petit peu, voilà, vous voyez celui-là. Mais si vous voulez vraiment voir des vrais films, en tout cas, quand je dis vrais films en termes cinématographiques, c'est plutôt sur les Deodato qu'il faut aller. Alors ensuite, ça sera là, on a fini sur les films vraiment importants dans ces trois catégories. Donc, comme je disais, en 88, celui-là, je ne l'ai pas vu, c'est Green Inferno, Cannibal Holocaust 2. Oui, je l'ai pas vu, je sais qu'il est ressorti, là, enfin, je le vois en Blu-ray, voilà, mais j'ai jamais osé le regarder, il paraît qu'il est vraiment pas bon. Bah, non, il paraît. Et donc, il y aura un autre Green Inferno qu'on avait été voir en salle, si tu te rappelles bien, avec le sac à vomi. Deliros, hein. Qui est le remake, entre guillemets. Qui est pas mauvais, franchement. Bon, Cannibal Holocaust, quoi. Alors, il est plus... Alors, moi, je le compare pas à Cannibal Holocaust, je le compare plutôt à Cannibal Ferox. Ouais. Pourquoi ? Parce que sur le... Ouais, je sais pourquoi tu n'as pas aimé celui-là. Parce qu'on voit pas les seins des indigènes. Mais bien sûr, parce que là, les indigènes, ils sont tous en soutif. Franchement, voilà. En plus, il y a une jungle, alors qui, pour le coup, est très luxuriante, très très beau. Hein, c'est vraiment... D'ailleurs, à la limite, comme je dis, on a l'impression que Mowgli pourrait arriver et puis demander à une panthère de lui dessiner un mouton. Ça choquerait personne. Et le truc... Alors, il y a beaucoup d'humour aussi. Et des belles scènes gore aussi. Et il y a des scènes gore. Il y a une scène dans la cage qui est vraiment, qui est vraiment excellente, on va dire. Mais je trouve que le film en lui-même, il n'y a pas ce côté nauséabond de tout ça que tu pouvais avoir avec les Deodato. C'est putassier qui te manque en fait. Ouais, mais on est plutôt dans du Lenzi que du Deodato. Parce que en fait, finalement, tu te rends compte que c'est des activistes qui vont là-bas, qui essayent un petit peu de foutre le bordel, qui se font prisonniers. C'est voilà, il y a pas le même côté malsain qu'avait Deodato. Pour moi, ça c'est moi, juste. Je l'ai jamais revu, mais ça m'a je pas emballé du tout. C'est sympathique, mais c'est trop propre. Non. C'est beaucoup trop propre. Tu n'as pas vu ? Et en parlant de Deodato, pour conclure, un film qui n'est pas vraiment un film de cannibale, mais qui fait partie de sa trilogie amazonienne, qui est Amazonia, la jungle blanche, ce coup-ci. Oui. À pas confondre avec Amazonia. Je devais confondre avec celui-là en fait. Oui. C'est ça, et tu m'as emmerdé depuis 10 minutes, 20 minutes. J'aime bien ça en fait. Voilà. Et celui-là qui est plutôt un vrai film d'aventure, qui mélange primitif et puis drogue. Donc ça fait un petit peu de dégâts dans tout ça. C'est hyper sympa à regarder, avec un super rythme.
Mais on est quand même loin des deux précédents chefs-d'œuvre, on va dire, du monsieur. Voilà un exposé un petit peu Par succinct. contre, t'en as oublié un. Succinct. T'as pas parlé de Cannibal Lecter. Non, je l'ai pas lu. Ah, bon. Merci. Il y en a un qui suit mes vannes. Ça fait quand même, ça fait plaisir. Donc voilà un petit aperçu des films de Cannibal, de la genèse après à ces trois catégories. Bon, après on peut discuter des catégories. Hein. Moi j'ai un petit peu. Non mais ça c'est très bien ce que tu as fait par. Tu vois, moi je les ai vus à des tas de périodes différentes, dans des conditions différentes. J'avais jamais fait de rapprochement comme ça. Bah ouais, parce que je me suis dit plutôt que l'ordre chronologique. Mais c'est certain que, ouais, comme je le disais, le Deodato, enfin le Cannibal Holocaust s'enterre toute autre possibilité de faire mieux un jour dans le genre. Tout à fait. Mais d'une certaine façon, le dernier monde Cannibal, pour moi, parce que Cannibal Holocaust, c'est quand même un film de genre vraiment marqué. Ouais. Le dernier monde Cannibal, c'est presque un film. Alors, je peux pas dire grand public parce que c'est pas du tout le cas, mais on est moins dans le genre. Enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer. C'est quelque chose. Que tu peux regarder même si t'aimes pas forcément les films de cannibales, parce que tu as les cannibales, c'est juste à la fin, et tu as quand même l'anthropologie, toutes les scènes qui sont absolument magnifiques dans la caverne, avec les sévices. Qu'est-ce qui se passe les deux là? Voilà. Donc on va s'arrêter là. On va Et laisser il la faut parole. souligner que Ruggero Deodato est vraiment quelqu'un de charmant dans la vraie vie, puisqu'on a eu la chance de le rencontrer au Bloody Weekend il y a quelques années. Et j'ai une petite anecdote. Tu l'as rencontré à la Fnac Non. J'avais un stand au Bloody, et à cette époque-là, je vendais les Blu-ray de Cannibal Holocaust. Et donc, il fait le tour des stands, et là, il s'arrête devant le mien, et dit « Ah, mais c'est mon film, ça !» En fait, il n'avait pas son propre Blu-ray. Et donc, il m'achète son propre Il n'y film. pas cette édition, quoi. Oui, cette édition-là. Bah, cette édition qui, malheureusement, enfin, oui, là, pour parler d'édition juste pour celui-là, celle-là qui est ressortie plusieurs fois, en France, c'est toujours la même, très numérisée et très verdâtre, qui est Ah pas bon. du tout la bonne colorimétrie. Alors, quelle est la bonne La édition meilleure, pour... c'est l'édition américaine, qui est magnifique. Magnifique. Et normalement, je crois que c'est prévu, plus ou moins, qu'il y ait une réédition un peu collector En France C'est Ah. 4, ouais, avec cette copie-là. Cette année ou... Je sais pas. Et tu lui as donné, j'espère. Non, je voulais lui donner, il l'a refusé, il me l'a Ah, payé. c'est Il bien, a ça. tenu vraiment à me le payer. À l'époque, je devais le vendre 10 €. Alors, bon, c'est 10 €. Il me dit quoi, c'est tout, mais c'est pas cher. Faut le vendre plus cher, mon film. C'était marrant. Ouais. Voilà. Ah, c'est drôle. Monsieur Terrier, vous allez nous parler de Robert Hossein. Alors ça n'a rien à voir, mais en même temps, pourquoi pas, hein, avec le fait qu'il soit décédé récemment. En fait, l'idée part pour moi d'en parler en ce moment, que je découvre tardivement. Frédéric Dard comme auteur, qui est évidemment ultra connu pour sa fameuse série de romans fleuves de San Antonio, mais qui a d'abord écrit beaucoup de romans noirs, de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 60. Il en a écrit à différentes périodes avant d'être un peu englouti dans le rendement de San Antonio, etc. Et donc il a débuté par du théâtre aussi. Et il a découvert au théâtre Robert Hossein comme acteur qui débutait. Ensuite, ils sont toujours restés amis au fil des années, et ils ont commencé d'abord à travailler ensemble au théâtre, justement au théâtre du Grand Guignol, entre autres, où ils ont fait, par exemple, je ne savais pas, mais Théâtre de Daniel. où ils ont fait, par exemple, une adaptation de Le Gland Guignol. de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ça au théâtre de Grand Guignol, mis en scène par Hossein, qui je ne sais pas s'il jouait dedans, et écrit par Dard. Ça devait être, tu vois, j'aimerais bien voir ça, mais bon. Et tout ça pour en venir au fait que Dard écrivait donc des romans noirs qui ont commencé à être adaptés au cinéma, et notamment par Robert Hossein. Le premier, c'est... alors ils sont tous... ceux dont je parle, finalement, c'est dans leur première collaboration, où Hossein est metteur en scène, Dard scénariste, et Hossein joue aussi dans les films, parce qu'après il y a des films, il y a plein de films noirs adaptés de romans d'Dard, dont Dard a écrit ou non le scénario, mais dans lequel Hossein ne joue pas, et vice versa. Voilà, bon. Mais là, c'est collaboration totale entre les deux. Et notamment le premier, les salons vont en enfer, c'est assez sympa parce que finalement, c'est à l'origine une pièce de théâtre de Dard.
Et ensuite, Hossein a lancé l'adaptation en faisant un film qui est d'ailleurs son premier film en tant que metteur en scène. Il joue dans le film un petit rôle et il n'a pas le rôle principal comme dans les deux suivants. Et Dard, apprenant ça, s'est amusé à adapter le film en faisant un roman qui est paru au Fleuve Noir, comme la plupart des romans de Dard à l'époque. Une novélisation. Et alors, voilà, une espèce de novélisation d'après le scénario, mais qui est différente du film, et qui finalement, alors que c'est une novélisation et qu'elle devait en théorie sortir après le film, le roman est sorti avant le film. D'accord. Et donc là, c'est l'histoire, Les salauds vont en enfer, c'est du typique noir français de l'époque, et influencé évidemment par les auteurs américains, parce que c'était l'idée, de deux types en prison qui sont accusés d'être des balances et qui risquent de se faire tuer, et qui sont harcelés par une bande dont le chef est joué par Robert Hossein. Les deux acteurs, c'est Henri Vidal et Serge Reggiani, qui jouent les deux prisonniers. Donc ils s'échappent. Le seul moyen qu'ils ont d'échapper à la mort, c'est de s'évader. Ils profitent d'un enterrement et du fait que tout le monde est plus ou moins occupé pour tuer des gardiens, prendre leurs vêtements et s'enfuir. Et ils se retrouvent, et ça se passe dans le sud de la France, donc ils se retrouvent perdus en Camargue. Il y en a un des deux qui est blessé par le chien d'un garagiste qui l'a mordu et après il a tué le chien, etc. Et donc ils sont un peu paumés et ils se retrouvent ils découvrent une petite maison sur une plage dans laquelle il y a... Tu l'as vu le film, Daniel, au lieu de te marrer comme un connard? Il est en train de cuver en fait son mauvais champagne. Et là, dans le fonctionnement typique des romans noirs et des films noirs, et notamment de la manière dont Dard les écrit généralement, on se retrouve avec un trio. Et quand il y a 3 personnes, dans un récit noir, généralement, tout se passe mal. Et là, en l'occurrence, donc, ils se retrouvent, eux, ils sont 2, dans cette maison où il y a un artiste peintre et son modèle, qui est joué par Marina Vladi, qui est magnifique qui était très jeune à l'époque, mais qui était une déjà beauté. Le film a été fait l'année où elle s'est mariée avec Robert Hossein. C'est vrai. Et donc, il tue le mec et ils se retrouvent tous les 3. Et après, c'est du... Voilà, ils tombent évidemment amoureux tous les deux d'elle. Ils s'aimaient pas trop, mais en fait, ils sont très potes. Et finalement, là, vu ce qui se passe, ils vont pas l'être beaucoup. Et tout ça va se terminer super mal, quoi. Et le film est vraiment bien. Donc ça, c'était leur première... Alors oui, la différence, c'est que dans le roman... D'ailleurs, à chaque fois, là, pour les 3 films dont je vais parler, il y a toujours des petites différences plus ou moins importantes entre le roman et le film. Là, dans le roman, un des deux détenus, en fait, parce que c'était plus un roman qui virait vers l'espionnage, alors que le film, pas du tout, était un flic qui devait faire avouer un espion, et donc il se fait passer pour un détenu. Et le personnage de Marina Vladi était aussi une espionne. Voilà, donc ça fonctionnait un peu de la même manière, mais les personnages n'étaient pas les mêmes. Ensuite, je tourne la page comme... Mais j'ai tout mis sur une page, t'as vu. Et mais moi, j'arrive pas à lire. moi non plus. Tu peux me dicter. Donc, le suivant, et le meilleur des 3 films dont je parle là, c'est celui-là, voilà, Toi le venin. Donc ça, c'est adapté aussi par Dard et mis en scène par Hossein, qui a là le rôle principal, adapté d'un de ses romans, paru aussi toujours chez Fleuve Noir, dans la collection spéciale Police, et qui s'appelait C'est Toi le venin, et là, le film s'appelle Toi le venin. D'un autre côté, Toi le venin avec Dard, c'est logique. Ouais, mais ça, en fait, j'y ai pensé avant-hier, je crois, que tu devrais normalement la placer. Et donc, je la place. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Voilà. Et donc là, c'est du typique grand roman de Frédéric Dard, et vraiment bien adapté, à part la fin, pour moi en tout cas. Donc là, on a une scène super marquante dès le départ, parce que Hossein joue un type qui vient de perdre son boulot, se promène sur les plages, ça se passe à Nice, si je me souviens bien, la nuit, et il est abordé par une femme en voiture en Cadillac blanche qui le fait monter et qui se donne à lui, qui est nu sous son manteau. Mais on ne voit pas son visage. Tout de suite, là, ça réveille Laurent. Oui, c'est très regardé Madame Claude hier, elle était nue sous le manteau aussi, souvent, dans la plage. c'est typique de
Ça a bien Ça, marché ça, des comme, années 50, des années 80, ça, ouais. Une bande de Mais là, c'est une très belle scène et assez énigmatique, parce qu'on voit pas du tout le visage de la fille. Et après l'acte, qui est expliqué dans le film, mais pas montré, et encore moins dans le livre, mais encore moins dans le film, elle le jette de la voiture, elle le menace d'une arme, et voilà. Et on comprend pas vraiment pourquoi, mais bon. Et il a le temps quand même de prendre le numéro sur la plaque, et le lendemain, et il a pris, et le lendemain, il essaie de se renseigner parce qu'il aimerait bien la revoir et savoir ce qui s'est passé, etc. Et donc il retrouve l'endroit d'où vient la voiture. Et donc c'est une grande propriété où vivent deux sœurs, une donc qui est jouée par Marina Vladi de nouveau, qui est paralytique, et l'autre qui est jouée par Odile Versoix, qui était sa sœur, hein, c'est ça? Oui. Qui était la véritable sœur, et la sœur dans le film, qui est l'aînée des deux. Et évidemment, on va dire qu'il a une tendance à supposer que la nana qu'il a vue la veille, c'était plutôt la jeune, mais c'est en même temps supposé être impossible puisqu'elle est paralysée. Et donc comme elles vivent seules, et finalement, comme on comprend très rapidement que les deux tombent amoureuses du mec, donc de nouveau l'histoire du trio, parce qu'elles vivent totalement isolées, elles ont juste une servante, mais voilà, elles sortent quasiment jamais, et il habite chez elles, quoi. Et il va essayer de découvrir laquelle pouvait bien être celle qu'il avait rencontrée dans de si étranges circonstances. Et il va le découvrir à la fin, mais ça je vous le dis pas. Et voilà. Et par contre, c'est ce qui est un poil. Le film est vraiment excellent. C'est vrai. En plus, il y a toute une ambiance jazzy. Il est Hossein, il est vraiment génial dans celui-là particulièrement, parce que il est c'est le mec avec ses deux nanas, mais en même temps, il est totalement victime d'un truc et il s'en rend compte que progressivement. Et en même temps, il profite des deux nanas. Et à la fin, il y avait quelque chose de beaucoup plus dramatique à la fin du bouquin, et qui là est un peu atténué, un peu raccourci. Mais bon, sinon c'est vraiment très bien. Dire. Non. Voilà. Et puis, après, je sais Tu vas parler du Mont de Charge ou pas? Eh ben non, vas-y, tiens, pas le Mont de Charge. En fait, c'est toujours avec Robert Hossein, qui est juste acteur, et donc tiré d'après un roman toujours de Frédéric Dard, qui s'appelle L'ascenseur pour les chapeaux. Non, c'est le Mont de Charge. Non, qui s'appelle bien le Mont de Charge. Et qui est un petit bijou. Et donc très bonne réalisation de Marcel Buval, qui est surtout un réalisateur de télévision. Il a notamment réalisé toute la série des Vidocq, première saison et la nouvelle saison, avec Pierre Brasseur, avec Claude Brasseur. Et donc là c'est pareil, c'est une petite merveille, une magnifique photo, noir et blanc, toujours. C'est le cas de... les trois films dont je parle, ceux qu'on vient de voir, c'est aussi du noir et blanc, bien sûr. Je sais pas si c'est le même chef opérateur, mais... Je sais pas ça. En fait, Robert Hossein, avec toutes les qualités scénaristiques et aussi ses fabuleux spectacles qu'il a fait, on s'aperçoit aussi, en fait, finalement, aussi que c'était un excellent acteur. Oui. Et un plutôt bon réalisateur. Très bon réalisateur. On peut parler justement de son western italien, qui est excellent. Il y a celui-là, il y a aussi un de ses films qui est très bien et qui ressort de celui-là en France. C'est vrai? Oui, je suis sûr. Avec la fameuse scène tournée par Sergio Leone. Je ne sais plus qui il sort, mais ça sort. Et il y a aussi qui ressort aussi d'ailleurs, qui est très très bien, Le Vampire du Düsseldorf. Ouais, aussi excellent. Là aussi, mise en scène. Une sacrée filmographie, à l'air de rien. Par contre, c'est avec Johnny Hallyday, là, comment il s'appelle? Point de chute. Ouais, c'est ça. C'est Robert Hossein qui a réalisé. Oui. C'est Peut mieux faire. Peut mieux faire. Oui. Ouais, mais là, c'est quelqu'un qui a tenté pas mal de choses, qui a fait du cinéma. Là, c'est pareil sur le. Bon, après, voilà, donc c'était quand même un mec assez complet, mais comme Dard d'ailleurs, parce que Dard a jamais été metteur en scène ni acteur, mais il a été écrivain, on n'en parle même pas. Mais il a quand même scénarisé énormément de films et il a fait des choses très très bien, et dialoguiste aussi. Et c'est vrai que le dernier film où ils ont collaboré tous les deux, c'est un film qui s'appelle Le Caviar Rouge de 86. Donc là, je détaille pas trop, mais c'était moins bien, quoi. Mais en tout cas, Hossein était réalisateur-acteur et co-scénariste dans le film, et Dard était scénariste. Ouais. C'est un film d'espionnage, mais j'avais trouvé moins bon. Mais donc là, pour conclure sur la trilogie des premiers films où ils ont participé. Donc Hossein metteur en scène et acteur, et Dard scénariste. Le troisième, c'est les scélérats.
les scélérats. Celui-là, contrairement à ces deux-là, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu avant-hier soir. Il est sorti en Blu-ray aussi. Non, celui-là est sorti qu'en DVD chez LCJ. La copie est pas mal, mais c'est pas comparable aux les restaurations Gaumont. Là, pour tous ceux qu'on vous a montrés, elles sont vraiment top. Ouais. Les scélérats, c'est un peu moins bon parce que l'adaptation est moins bonne cette fois, je trouve. Parce que le roman, je l'avais lu par contre aussi dernièrement, comme tous les autres. Là, en fait, ça se passe en banlieue parisienne. C'est un couple d'Américains. Le mari, c'est Robert Hossein et la femme, c'est Michel Morgan. Donc déjà, le problème, c'est qu'ils jouent des Américains. Arrivés en France, on ne sait pas trop pourquoi, et ça s'explique après. Arrivés aux États-Unis après un drame et s'installant en France. Des gens de la haute bourgeoisie à première vue, qui ont beaucoup de moyens et qui habitent un quartier très populaire et en cours de destruction, mais eux ont une immense maison moderne, entièrement vitrée, donc de l'extérieur on voit toute la maison. Et ils jouent les Américains et ça passe moyennement. Voilà, c'est avec le regard d'aujourd'hui, quand ils se mettent à parler anglais, ça doit être c'est surtout du comment on dit, je sais plus, ad-lib. Enfin, il le parle sans le comprendre et ça s'entend, quoi. Enfin, ça se voit. C'est un peu comme Renaud, quoi, non? Il parle anglais. Ça peut ressembler à ça, ouais. Je suis inimitable. Et donc là aussi trio, parce qu'en fait, ce couple est observé par des gens très pauvres qui habitent un immeuble qui va bientôt être détruit en face, où il y a donc le père, la mère et la fille. Et pour eux, c'est un peu, on pourrait dire, comme la télévision avant la télévision, c'est-à-dire que tous les soirs, ils s'installent et regardent et imaginent la vie de ces gens qui habitent en face, qui sont inaccessibles pour eux, jusqu'au jour où la fille commence à parler avec Hossein et se retrouve en fait à devenir leur bonne et à vivre chez eux. Et puis évidemment, donc on apprend. Je ne sais pas si je vais le dire ça. Non, on va pas dire pourquoi ça se passe mal dans ce couple et quel drame ils ont vécu. Mais on peut dire par contre qu'évidemment, la jeune nana va tomber amoureuse du mari et que donc ça va forcément poser des problèmes. Le triangle. Voilà. Et alors dans le roman, c'était beaucoup plus noir que dans le film. Ouais, c'est à peu près la même trame, mais ça fonctionnait, c'est-à-dire que déjà les parents de la jeune nana, le père était, enfin le beau-père, là c'est son père, le beau-père était alcoolique, c'était des gens très pauvres, elle vivait très mal chez eux, alors que dans le film c'est tout l'inverse, son père est peintre du dimanche où il s'installe au bord de la Marne, fait des peintures et des vents, et ils sont très proches, donc on comprend un peu moins pourquoi elle va... Pourquoi t'embêtes Daniel ? Il est en train de s'endormir. Mais non, il a l'air même s'y intéresser curieusement. Et voilà, donc c'est moins noir, quoi. Et puis c'est moins marqué le fait qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'elle manigance quelque chose pour éliminer sa femme, en fait, qui elle est alcoolique, a vécu un drame et où se sent très mal, etc. C'est plus survolé et que dans le roman, le roman étant beaucoup plus noir. Mais c'est quand même très bien, ça pourrait aussi ressortir dans une belle copie, ce serait bien. Ouais. Donc voilà, ils ont collaboré ensemble, étant fans l'un de l'autre et très amis jusqu'au bout. Parce que Dard est mort bien avant Robert Hossein. Et ils ont toujours été très amis, ont toujours adoré ce que faisaient l'un et l'autre. Et moi aussi. Très bien. Alors moi, je vais juste vous parler d'un film que j'ai découvert. Le Maître nageur, c'est en fait le deuxième film réalisé par Jean-Louis Trintignant, qui avait réalisé un premier film qui s'appelait Une journée bien remplie avec Jacques Dufilot, un film complètement déjanté. Et là, c'est un peu le même esprit, c'est un espèce d'univers très particulier. C'est entre Jacques Tati et la comédie italienne. C'est vraiment c'est très décalé, déjà avec un très beau casting, Guy Marchand, la magnifique Stefania Sandrelli. C'est une comédie alors en fait. C'est un peu inclassable, c'est ça qui fait l'intérêt du film, le charme du film. Il nage un peu. Et donc très très bonne surprise. Et c'était juste aussi pour dire que Jean-Louis Trintignant a eu une bonne filmographie aussi, très intéressante. Bon, il a fêté ses 90 ans au mois de décembre dernier. 90 ans, c'est un âge très honorable. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas
pu continuer parce que le film a fait un vrai flop, sans mauvais jeu de mots. Hein. Ouais, comme dirait Renaud, c'est pas cool. Hein. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est vraiment Il a pris la tasse, un univers très singulier. D'accord, il a réalisé 2 films alors Deux films uniques, Deux ouais, films c'était uniques, 2 ouais. films, mais vraiment Je 2 savais films pas. qui méritent le détour. Et C'est c'est sorti pareil. où, ça Ça, c'est parti. Bon, la copie est très bien. Bon, c'est un DVD. D'accord. Et l'éditeur C'est LCG aussi, ouais. C'est très correct. Bon, parce qu'en général, les éditions chez cet éditeur sont très très moyennes. Mais là, ça va. Le film est en 16/9. Donc tout va bien de ce côté-là. Mais ça serait bien aussi qu'un jour ça puisse sortir en Blu-ray chez un autre éditeur ou le même. Pourquoi pas. Et donc pour dire aussi que Trintignant a aussi beaucoup tourné en Italie. Mais justement avec Lenzi. Tu en as parlé tout à l'heure. Si douce, si perverse. Voilà, Si douce, si perverse. Et il a fait aussi le Grand Silence, le fameux Grand Silence, qui devrait sortir aussi normalement. Ben, normalement, ça devrait. Ouais, ça en fait encore des films à Ça va sortir par chez qui, nous. ça hein. Qui est-ce qui sort Je sais pas. Je sais pas. Parce que jusqu'à présent, l'édition n'était pas terrible. Bah, le Grand Silence, la dernière française, ça date du DVD Cinéma de Quartier, qui était pas mal. Mais bon, je parle il y a eu en Blu-ray. Blu-ray. L'américaine est plutôt pas Il y mal. avait une Ouais, c'est édition l'allemande qui est pourrie, allemande qui n'était pas Ouais. terrible. Hein, qui c'est est ça. pas terrible, mais par contre, il y avait la piste française où il y avait un truc français sur l'allemande, mais Ouais. le master est pas bon, et sur l'américain, le master est très bon, mais il n'y a pas les. Ouais. la Ouais, piste ça pourrait française. faire l'objet d'une belle édition en France, c'est clair. Donc voilà, c'était un petit hommage à Trintignant. Et ça n'a aucun rapport avec la piscine. Donc. La piscine. D'accord. Voilà, vous avez rien d'autre pas d'autres films, non? Non, On il va- va être bientôt 18h. Ouais, parce Non, que- mais on va peut-être dire juste un petit mot sur un film qui va sortir, enfin qui va, je pense, sortir en Blu-ray. Officiellement début avril, ouais. Chez Chez Artus. Ouais, Chez au moment Artus. quasiment au moment de la diffusion de cette émission, c'est Le sang du vampire. Mhm. Il faut souligner quand même que c'est la première fois que le film va sortir en Blu-ray au monde. Ah ouais, carrément. Et non, mais le film est absolument J'ai magnifique. jamais vu. Ouais, ça Un mérite film. vraiment. Hein. Ouais. C'est un film anglais, donc de Henri Casse, qui est pas un film de la Hammer, mais qui est assimilé, qui aurait Henri pu. hein. Casse. Mais ça casse pas des Voilà. briques ou c'est... C'est Père de Patricia, fabuleux. c'est ça Mmh. Il n'y a pas de vampire Non, dedans, c'est juste un roi de mais France. c'est Alors, un c'est excellent faux- film. c'est un faux titre, Et, effectivement, pas de le vampire. problème, c'est qu'il y a eu des différents montages qu'en France, on n'a Il est jamais. sorti en France quand Il même. est sorti en France, oui, au cinéma et en VHS, mais à l'époque grâce à Alain Petit, mais jamais en DVD, et encore moins en Blu-ray. Il n'est pas Et- sorti en DVD déjà. Le sang du vampire en France, Même- non. même pas. Si, pardon, excuse-moi, Artus. n'importe quoi. Oui, oui, bien sûr, il est sorti chez Artus. Mais toujours dans des copies sûrement tirées de 35 mm qui sont vraiment floues, peu colorées, alors que le film est super beau et pas terrible, et incomplète dans le sens où les scènes qui étaient coupées étaient réinsérées, mais ça se voyait très nettement, d'après du matériel de moins bonne qualité. Et là, enfin, on va le voir dans une copie comme personne ne l'a jamais vu depuis l'époque à première vue. Ça va Raison de être découvrir, hein, génial. Beaucoup de personnes. Et avec la somptueuse Barbara Shelley qui qui nous a quittés il n'y a pas, Ouais, peu de il y a temps. pas très longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, qui était elle une des stars Transgresse de la Hammer, ouais. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Bien que Henri Casse et que les autres acteurs aient jamais joué dans des Hammer, ça ressemble beaucoup à un film de la Hammer quand même. Bon, C'est bah, Henri Casse qui nous fait rire, c'est idiot. D'accord. Bon, bah, messieurs, merci. Eh ben, C'était encore voilà. une émission un peu spéciale, un peu Ah, tout plaisir était pour toi. avec une équipe encore réduite par rapport à ce cher virus. Donc, merci messieurs, merci aux techniciennes, merci aux réalisateurs, et ben on se dit à bientôt, on l'espère. On espère. Peut-être Sans survie. à la prochaine Ça à va la le faire. boutique Metaluna. On croise les doigts. Voilà. Au revoir. Merci à Allez, au tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À la prochaine.